Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons la version longue de l'aparté de la semaine dernière consacrée à Boruto dont le tome 20, l'ultime volume de la première partie, sort le 14 juin prochain. N'oubliez pas qu'avec la première édition de ce tome 20, vous avez la possibilité de gagner une rencontre avec messieurs Kishimoto et Ikimoto. Dans ce podcast, on va parler de l'univers propre à Naruto et Boruto. On va parler de chakra, d'exobiologie et de science. Oui, en gros, on va fact-checker, non sans un certain second degré, si certains éléments de l'univers de ces mangas sont réalistes. Et pourquoi pas ? Pour cela, avec Julie du podcast La 5e de Couve. Salut Julie. Bonjour à tous. Nous recevons une experte dans ce domaine. Alex Fouillroux, ingénieure, éditrice scientifique et autrice de la génétique expliquée par Naruto, Jurassic Park et les super-héros et de l'astrobiologie expliquée par Godzilla, Star Trek et la pop culture. Bonjour Alex et bienvenue dans Kana en aparté. Bonjour. Alors, en rentrant dans le vif du sujet, qu'est-ce qui, dans l'univers inventé par Masashi Kishimoto et Mikio Ikimoto, serait plausible dans notre univers si jamais il y a vraiment quelque chose qui le soit ? Bon, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que les ramen sont plausibles. Hein. Si on en revient au régime principal de Naruto, ça, il n'y a pas de souci. On les connaît, on peut les manger dans notre univers aussi, et c'est aussi très bon. Pour revenir à des concepts un petit peu plus liés à la science et puis aux principes qui régissent l'univers de Naruto, on peut déjà dire un mot sur le ninjutsu. Alors, dans l'univers de Naruto, c'est quelque chose de très spécifique, basé sur une énergie, etc. Bon, dans notre monde réel, il faut savoir que ça existe. C'est un art martial qu'on peut pratiquer en club, même en France. Voilà. Après, on lance pas des shurikens à 200 km. Et on fait pas des boules de feu non plus avec les mains, j'imagine. Non, alors c'est triste. On a essayé, on n'y est pas arrivé. Il se trouve que j'ai un peu pratiqué cet art martial dans ma jeunesse. Non, c'est plus du combat assez classique, du type combat rapproché, projection. Il y a aussi un travail sur les déplacements, qui là rejoint un petit peu l'idée du ninja qu'on a, voilà, pouvoir se déplacer. Essayer de marcher sur les murs. Bon, en général, on fait 2 pas. Pareil, on n'escalade pas non plus. Ah oui, donc le chakra, marcher sur les parois, tout ça, on oublie. Oui, voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça reste un art martial intéressant à pratiquer et qui aussi, en tout cas dans l'école où j'étais, insistait beaucoup sur l'amitié et l'entraide. Hein, donc là, on retrouve aussi un principe du ninjutsu de Naruto. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous pensez, vous en tant que vulgarisatrice scientifique, d'un système de pensée et d'un système de science basé sur une énergie comme le chakra ? Alors, bon, c'est dans l'univers de Naruto, le chakra, c'est quelque chose de très particulier qu'on retrouve pas chez nous. Voilà, nous, ce qu'on utilise d'ailleurs le mot chakra dans notre langage courant, c'est relié à la pratique du yoga, puis c'est une histoire de croyance. C'est une croyance en une énergie qui serait, qui circulerait dans le corps, qui passerait par certains points particuliers. Donc ça, c'est relié à des disciplines, qui sont pas scientifiques, qui sont pour le coup des pratiques. Bon, le yoga est devenu une pratique sportive, mais c'est quand même basé sur des croyances dans ces énergies-là. Après, nous on a basé notre science sur d'autres types d'énergie. On est sur de l'énergie électrique, on est sur de l'énergie thermique, qui sont des énergies qui sont aussi présentes dans le corps humain. Donc elles existent, mais on n'est pas sur une énergie spirituelle qui nous permet, en la malaxant, de balancer des boules de feu ou des vagues gigantesques sur nos ennemis. Voilà, on n'est pas trop là-dedans. D'accord. Alors, nous, ce soir, on veut surtout parler de Boruto. Pour voir, vous connaissez très bien la série Naruto. Et je sais aussi que vous connaissez maintenant la série Boruto. Et est-ce que vous diriez que Boruto propose un changement de paradigme par rapport à l'univers de Naruto ? Et par ailleurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un changement de paradigme ? Oui, on peut commencer par ça. Un changement de paradigme, c'est un changement de modèle. C'est quand on va passer d'un ensemble d'éléments qui sont des éléments partagés, des éléments communs, voilà, un modèle de fonctionnement de la société ou un modèle de fonctionnement de la société. On peut rester là-dessus. Qui est des éléments qui font consensus. Donc ça marche aussi pour les théories scientifiques. En général, on a des théories scientifiques qui sont construites, qui ont été partagées, qui ont été validées par plusieurs scientifiques.
parce que la science à la base c'est quand même quelque chose qui a besoin d'être démontré, d'être reproductible, de faire consensus. Et même s'il y a toujours des remises en question, parce que c'est très important de toujours valider et toujours progresser, parce que c'est ça aussi, c'est ça qui provoque des changements de paradigme, c'est que parfois on a donc un modèle, on a tous nos éléments qui sont bien calés, tout le monde est bien d'accord dessus, et puis on fait des nouvelles découvertes, on fait des nouvelles avancées qui nous font changer en fait ce modèle-là. Et la science fonctionne aussi sur ce principe, c'est-à-dire que quand il y a des nouvelles connaissances ou des nouvelles découvertes qui permettent de remettre en question un modèle, et ben on va effectivement avoir un changement de paradigme. Et le plus long parfois, c'est de faire consensus, justement, c'est de faire en sorte que tout le monde se soit bien mis d'accord sur le fait que le modèle avait changé et que il va falloir maintenant travailler dans ce nouveau modèle. Et donc Boruto par rapport à Naruto, on est face à ça? On est plus dans une révolution technologique, j'ai l'impression. En tout cas, on n'a pas de changement fondamental de l'usage du chakra ou de ce qu'ils entendent eux par le chakra. Mais par contre, on va avoir des nouvelles applications, des avancées qui vont être technologiques et qui vont permettre de changer par contre l'usage que les personnages font du chakra. C'est-à-dire qu'il va y avoir des outils. Dans Boruto, il y a beaucoup question d'outils scientifiques ninja. Et ces outils scientifiques vont permettre de développer d'autres pratiques de ninjutsu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être moins forts, entre guillemets, avoir moins d'aptitude naturelle à utiliser telle ou telle technique, qui vont pouvoir, en utilisant des outils scientifiques ninja, devenir plus forts, développer d'autres compétences, ou qui vont être spécialisés dans l'usage de ces outils-là, qui vont en faire des ninjas d'un autre genre. Donc c'est là où effectivement, ça remet un peu en question tout le principe des aptitudes naturelles déjà qui sont quand même assez présentes dans Naruto, et puis le principe aussi de se faire aider par des outils qui n'est pas quelque chose d'habituel, puisque c'est tout le temps, d'ailleurs c'est dit plusieurs fois dans Boruto, c'est qu'il faut que ces outils soient acceptés, il faut réglementer leur usage. Il est bien dit que les outils, ça dépend, enfin, tout dépend de leur usage, leur intérêt dépend de leur usage. Oui, et d'ailleurs, je reprends donc le mot outil. Personnellement, en lisant Boruto, il y a la question de l'outil numérique qui en fait ressort. Et je me demandais si on pouvait dire, par exemple, que Boruto est finalement beaucoup plus ancré dans la réalité qu'on ne le pense. Et vous, que pensez-vous, par exemple, d'un pouvoir comme celui d'Ada, qui est le pouvoir d'influencer les mémoires? Est-ce que ça vous paraît quelque chose de plausible, de crédible? Alors oui, c'est-à-dire que dans un sens, ça pourrait, ce qu'on peut voir nous dans notre monde qui fonctionne un peu sur ce principe-là, on a des espèces de bulles de désinformation, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petites communautés qui vont commencer à répandre des informations fausses sur certains sujets et qui vont s'auto-entretenir, c'est-à-dire qu'ils vont après ne plus entendre d'autres arguments possibles. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec le pouvoir d'Ada, c'est-à-dire que les personnes qui se rendent compte qu'il y a un problème fondamental dans la réalité que les gens expérimentent, essayent de prévenir les autres qu'il se passe quelque chose, mais les autres n'arrivent pas à les entendre, n'arrivent pas à les écouter, puis reviennent sans arrêt sur la mauvaise information qu'ils ont. Même si on leur montre des preuves, même si on essaye de les convaincre, ils tournent en rond sur le même principe. En gros, c'est comme s'ils étaient nourris constamment par une mauvaise information. Donc on a ce phénomène de bulle qui pourrait effectivement se retrouver notamment sur les bulles qu'on trouve dans les réseaux sociaux. C'est très complexe parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui permet de partager énormément de choses, mais on s'est aussi rendu compte que c'est quelque chose qui permet de cloisonner aussi, puisqu'au bout d'un moment, tous les algorithmes qui nous présentent des données finissent par tourner autour des mêmes sujets. Donc on est constamment nourri des mêmes choses au lieu d'avoir vraiment quelque chose d'ouvert sur toutes les informations possibles. C'est marrant parce que quand j'entends notre conversation, on est en train de parler d'un manga fantastique avec des ninjas qui ont des pouvoirs qui peuvent lancer des boules de feu. Sauf que j'ai l'impression qu'on parle des réseaux sociaux, du complotisme, de l'intelligence artificielle et de notre monde à nous. Oui, c'est aussi à ça que ça sert, j'allais dire la science-fiction, le fantastique, tout ça, ça sert en général à parler de la réalité. C'est un autre moyen de parler de la réalité. C'est pas parce qu'on est dans un univers où il se passe des choses complètement invraisemblables qu'il n'y a pas un fond qui soit pas applicable à notre monde. Et ça permet justement de réfléchir par analogie. Et aussi, ça permet. On rêve un petit peu d'un côté, mais on apprend aussi des choses de l'autre. D'ailleurs, moi je reviens sur le dernier ouvrage que vous avez édité, que vous avez rédigé et qui porte sur l'astrobiologie. Et donc, vous me dites si je me trompe, mais c'est bien l'étude de la vie extraterrestre. Donc, qu'est-ce que vous pensez des Wachowski qui sont quand même des personnages phares de cette série ?
Oui. Alors oui, effectivement, l'astrobiologie, c'est l'étude, la recherche de traces de vie extraterrestre. Il y a toute une partie qui est extrêmement terre à terre et qui est la science en elle-même, qui est d'essayer de trouver comment on fait pour essayer de savoir si on est tout seul dans l'univers ou pas. C'est assez compliqué, puis c'est pour l'instant on n'a pas la réponse. Je vous le dis tout de suite, spoiler. Désolé pour le spoiler. Et l'autre et un des paradoxes qui est très connu dans le domaine de l'astrobiologie, puis pour n'importe qui s'intéresse aux extraterrestres, c'est le fameux paradoxe de Fermi, qui dit il y a tellement de planètes dans l'univers, il y a tellement de choses possibles, comment ça se fait qu'on est tout seul? Où sont les aliens en fait? La question elle est là. Bon, apparemment, dans l'univers de Naruto, les aliens ils se promènent par deux, ils essayent de pirater des planètes les unes après les autres. Mais justement, ça répond. Il y a pas mal de personnes qui se sont amusées à trouver des tas de solutions au paradoxe de Fermi. Et ça répond. Les Otsutsuki répondent correspondent à un des types de réponses qu'on appelle un peu la réponse des criquets invasifs. C'est-à-dire que comme dans notre univers, tout est extrêmement loin et c'est très compliqué de se déplacer. Bon, les Otsutsuki trichent un peu puisqu'ils peuvent se déplacer dans l'espace-temps un peu comme ils veulent. Mais bon, en gros, il faut énormément de ressources pour aller d'une planète à une autre. Et donc, le principe du criquet invasif, c'est qu'il se nourrit de chaque planète avant de se déplacer à une autre planète. On a un petit peu cette idée dans Independence Day où les aliens arrivent, veulent tout raser puis repartir après. Et voilà, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, ça coûte très cher et ça demande beaucoup d'énergie de se balader dans l'espace d'une planète à l'autre. Donc, siphonner la planète pour continuer à voyager, c'est une très bonne idée. C'est un bon principe. Voilà. Donc nous, heureusement, on n'a pas eu affaire à ce genre d'extraterrestres pour le moment. Heureusement. Non, oui, voilà. Il y a énormément d'œuvres de science-fiction qui se sont déjà penchées sur ce genre de comportement. Mais bon, encore une fois, les Otsutsuki trichent parce qu'ils maîtrisent l'espace-temps. Donc, ils n'ont même pas, à la limite, ils n'ont même pas besoin de siphonner une planète. Ils ont leur propre, ils sont cheatés, vraiment cheatés. Complètement. Ah oui. Mais aussi, et pour finir avec les Otsutsuki, ils ont aussi un autre aspect qui rejoint l'astrobiologie, c'est qu'ils ont fourni le chakra à l'univers de Naruto, parce qu'au départ, c'était aussi une Otsutsuki qui a lancé tout ça. Et ça fait partie aussi de certaines théories du développement de la vie sur Terre, et notamment des humains sur Terre. C'est est-ce qu'on aurait été aidé par des aliens pour développer notre civilisation, nos technologies. Et bon, apparemment, dans l'univers de Naruto, ils ont en tout cas été aidés pour développer leur chakra. Bon, alors maintenant, je vais relire tout Naruto et tout Boruto avec ce regard-là. Un grand merci, Alex Fouilleroux, pour tout cet éclairage. Et donc, on vous retrouve dans la génétique expliquée par Naruto, Jurassic Park et les super-héros, et dans l'astrobiologie expliquée par Godzilla, Star Trek et la pop culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est certain, oui c'est certain, on se couchera clairement moins bête aujourd'hui. Pour lire et relire avec une toute autre vision, Naruto et Boruto, ça se passe en librairie, avec l'édition normale et l'édition Hokage de Naruto, puis avec les 19 premiers volumes de Boruto et le tome 20 à paraître le 14 juin. Merci à tous d'avoir écouté la version longue de cet aparté. Et en parlant d'aparté, Kana en aparté revient la semaine prochaine et revient toutes les semaines avec, vous l'avez compris, en alternance une semaine sur deux, la version longue de l'aparté de l'émission précédente. La semaine prochaine, préparez-vous à un podcast monstrueux. On parle d'une créa française, Silence, de Johan Vornier. Alors à la semaine prochaine, ciao.